Bonjour à vous, de la même manière qu'en mois d'octobre j'avais fait une vidéo qui s'appelait Vers un reconfinement inéluctable, eh bien je fais une troisième vidéo au sujet des confinements puisque là nous nous profilons vers un troisième confinement qui semble inéluctable. Donc je vous renvoie déjà vers cette vidéo que j'avais faite tout début octobre et je vous renvoie aussi vers celle du mois de mars où j'avais fait une vidéo qui s'appelait Dernier confinement, point d'interrogation. Ou vers le dernier déconfinement, pardon, et je crois que c'était point d'exclamation. En gros, je disais soit c'est le dernier confinement parce qu'on n'en subira qu'un, soit c'est le dernier confinement parce qu'on n'en sortira jamais, parce qu'on rentrera dans une logique d'être dans une mesure systématisée, ce qui semble être le cas 10 mois après, puisque eh bien, on n'entrevoit rien d'autre comme solution à ces chiffres que du confinement. Alors, les esprits sont préparés à cela depuis quelques jours, quelques semaines maintenant, on va dire petit à petit, dans les médias, un petit peu dans la communication gouvernement, eh bien, s'instille l'idée d'un confinement sans dire le nom, mais quand on parle de mesures plus restrictives qu'un couvre-feu de 18 heures, je vois difficilement ce qu'on peut envisager d'autre quand tout est fermé ou quasiment. Alors, depuis plusieurs jours, vous avez de nombreux médecins et de scientifiques qui se disent en faveur d'un confinement, hein, dans la presse, dans les médias, pour prévenir notamment la progression des variants sud-africains et anglais. Et donc je cite M. Véran, nous pourrions être amenés à prendre des mesures plus dures, donc le couvre-feu de 18 heures, qui peuvent aller jusqu'à un confinement, donc qui vont de manière inévitable, et il n'écarte pas l'hypothèse d'un troisième confinement national, après ceux donc du mois de mars 2020 et du mois d'octobre-novembre 2020. Et dit, ça sera difficile d'y échapper. Alors comme si c'était une fatalité, comme si c'était obligatoire, comme si le confinement s'imposait en nous, on ne peut pas y échapper. Si, c'est une décision qui reste humaine. Je rappelle, les confinements sont des mesures inédites. Jusqu'il y a encore un an, il n'y avait pas eu de confinement dans l'histoire de l'humanité connue. Ce sont des mesures pour lesquelles on n'a pas de recul ni d'études scientifiques. Et donc on dit, il y a une course contre la montre pour éviter la diffusion, donc on a peur, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait depuis un an? Eh bien, on confine, on interdit les personnes de sortir de chez eux et d'être en lien. Et donc, eh bien, on se dirige tout droit là-dessus, et des restrictions qui sont une nouvelle norme, c'est-à-dire que l'inhabituel exceptionnel devient tout à fait habituel et commun. Et donc, eh bien, en préparant les esprits petit à petit, c'est une mesure qui finit par être acceptée, quand bien même elle ne repose sur rien de prouvé scientifiquement, mais vu qu'on met des chiffres en perspective, eh bien, ça semble être scientifique. Mais ce qui est étrange, c'est que si on prend l'exemple de l'Angleterre, parce que le variant viendrait de là-bas, eh bien, l'Angleterre est strictement confinée depuis un mois, mais de manière très très stricte et très dure. C'est le pays qui a le plus vacciné sa population en proportion, et pour autant, eh bien, il y a un taux record de contamination et de décès. Donc on peut se demander si cette mesure de confinement fonctionne bel et bien. On est donc sur un double pari, quand on dit confinement préventif, parce que c'est ça, parce que là les chiffres, on dit on est sur un plateau, mais bon, alors, je rappelle que le dernier confinement, c'était pour éviter 400 000 morts. Je ne suis pas certain qu'on ait vu 400 000 morts, et je rappelle que le premier confinement, c'était pour éviter 500 000 morts. Donc au total, ça aurait cumulé 900 000 morts, sans ces deux confinements. Je ne suis pas certain vraiment qu'on puisse s'appuyer sur les prédictions qui sont faites. Donc on anticipe, on ne sait pas pourquoi, avec un outil pour lequel on n'a aucune preuve, aucun recul, aucune base scientifique. La seule étude qui ait eu sur le confinement a été publiée le 5 janvier, elle a été réalisée par l'université de Stanford, et elle conclut, je vous mets tout ce que je vous dis, c'est sourcé dans la description, ce ne sont pas des idées, ce sont des faits que je rapporte évidemment. Alors l'université de Stanford conclut le 5 janvier qu'il n'y a aucun effet significatif démontré des mesures de confinement sur la croissance des nombres de cas, ou alors la diminution des nombres de cas. Donc là, si on devait vraiment se baser sur la science, on pourrait commencer à se baser sur cette première étude qui montre qu'il n'y a rien. Donc on peut se dire que c'est davantage une stratégie de communication politique, publique, que d'une stratégie sanitaire. Cette stratégie, elle est basée uniquement sur les tests. Or, on a vu que les tests pouvaient générer de nombreux faux. Vous avez plusieurs médias, et d'ailleurs l'OMS, la semaine dernière, a dit qu'il fallait voir le nombre de cycles diminuer parce qu'on avait jusqu'à 60% de faux positifs. Donc ce qui est énorme, 60%, et puis qu'il y aurait des faux négatifs dans l'histoire. En tout cas, il y a une étude qui a montré que depuis cet été, la moitié des positifs depuis l'été, en fait, avaient des traces
de coronavirus. Je vous rappelle, le coronavirus, c'est une famille de virus qui datait de plusieurs années en avant. C'est-à-dire que le cycle d'amplification était tellement élevé qu'en fait, on trouvait des microtraces, et donc on était positif, mais parce qu'on avait eu des familles de coronavirus, sans doute asymptomatiques, 2, 3, 4 ans avant. Donc c'est un vrai problème de baser une stratégie sanitaire sur les tests qui sont peu fiables et qui génèrent des faux positifs. Donc c'est-à-dire, on dirait qu'il y a une augmentation de cas, il y a toujours le même nombre de cas, mais oui, mais si ce sont des gens qui ont été testés, testés, mais qui ont eu ça il y a plusieurs années ou qui sont faux positifs, c'est un problème. Ce qui est un problème aussi, c'est les chiffres publiés cette semaine par Santé publique France, c'est qu'ils sont contestés par certains médecins et certains journalistes, notamment dans Nice Matin, où en fait on voit que les personnes qui sont catégorisées Covid, eh bien ce sont celles encore qui sont en convalescence, qui sont sorties de l'hôpital, ou alors qui viennent pour un motif de recours autre que le Covid, mais qui sont testés positifs Covid, par exemple pour un accident de la route, pour une fracture, je sais pas, pour un problème viscéral, ils sont testés, c'est le protocole, ils sont Covid et ils sont basés Covid, alors qu'ils n'ont pas de symptômes et qu'ils n'ont pas de problème. Donc ça, ce sont des chiffres avec lesquels le gouvernement et certains responsables de Santé publique France ont du mal à se dépêtrer, et où les journalistes commencent à pointer des incohérences, parce qu'évidemment, ce sont des chiffres qui ne sont pas fiables. Je rappelle aussi que le confinement, c'est une mesure absolument extrême, on ne peut pas faire pire, extrême pour notre santé, parce qu'évidemment la santé, c'est pas simplement être porteur d'un virus, eh bien c'est être joyeux, c'est fonctionner, c'est bouger, c'est respirer, c'est s'intellectualiser, se socialiser, enfin tout ce qui participe à la santé de manière générale, au bien-être, et puis aussi c'est une mesure extrême pour l'économie et la psychologie. Évidemment, c'est rarement mis en avant, mais c'est destructeur pour les individus, on ne compte plus le nombre de décès, le nombre de motifs pour dépression. D'ailleurs, le gouvernement a mis en place un chèque pour les étudiants dépressifs. Ça semble assez fou de vivre dans un pays où on subventionne les consultations chez les psychologues et les psychiatres pour les étudiants. Enfin bref, c'est assez fou, alors que ces étudiants, on va dire les moins de 30 ans, le taux d'incidence, si on est testé positif de mourir du Covid, c'est 0,00053%. Je rappelle, les chiffres officiels disent que si on est testé positif et qu'on a moins de 30 ans, on a 0,00053% de chances de décéder. Donc confiner des personnes saines, interdire à des personnes saines de bouger, ça aussi c'est inédit. Et c'est un vrai problème moral, en plus d'être sanitaire, médical et on va dire même social, d'empêcher des gens de circuler alors qu'ils sont en pleine effervescence, on va dire pour n'importe qui, mais là on se rend compte de l'aspect ridicule des chiffres. Et puis on ne met jamais en perspective ce qui a existé, les différentes formes de confinement qui ont lieu. Par exemple, en Argentine, il y a un confinement strict de 7 mois, et pendant les 7 mois, si vous regardez la courbe, les contaminations n'ont fait que monter, donc on se demande si ça fonctionne bien. D'ailleurs, il y a plusieurs scientifiques qui disent qu'en fait le premier lieu de contamination c'est la maison. C'est normal hein, parce qu'on va toucher des choses, donc en fait si on dit aux gens de rester chez eux, ça va augmenter les cas de contamination. Enfin, ça c'est une hypothèse intéressante au moins à fouiller, puis qui serait corroborée par les chiffres. Et les statistiques officielles ont dit « Ah non, il faut durcir encore plus, peut-être que plus on durcit, comme l'a fait l'Argentine, plus ça monte. » Par contre, la Suède, qui est très laxiste, alors je rappelle, il y a eu beaucoup de fausses informations sur la Suède, ils ne sont pas revenus en arrière, la seule chose qu'ils ont faite, c'est de recommander le masque. Donc le masque n'est pas obligatoire, les bars et les restaurants sont ouverts, et il y a une vie sociale tout à fait normale, et donc il y a un taux de mortalité et de létalité moindre qu'ailleurs. C'est à se poser des questions. Et puis on ne parle pas non plus de la Corée, qui a des mesures beaucoup plus de contrôle sanitaire, se laver les mains, etc. Mais il n'y a pas de confinement et il y a un taux de mortalité et de létalité moindre. De la même façon j'ai parlé des bars et des restos en Suède, eh bien on nous a dit que c'était les premiers foyers de contamination, or ils sont fermés depuis plus de 3 mois. Donc manifestement, c'est pas là que ça se produit si les chiffres augmente, puisqu'ils n'ont jamais réouvert. Et puis, il y a une chose qu'on peut dire assez étrange, hein, si on parle de bars, de restaurants et de nourriture, eh bien là, c'est l'INSERM et l'Institut Pasteur qui nous disent qu'ils craignent un effet, entre guillemets, galette des rois. Donc, en gros, les gens se réuniraient pour l'épiphanie et pour manger la galette, et ça serait une cause d'aggravation. C'est assez étrange de faire encore culpabiliser la population pour
les petits moments sociaux de plaisir qu'elle a, alors que les frontières avec la France sont ouvertes et qu'on ne teste pas. Par exemple, les gens qui rentrent en voiture de Belgique, du Luxembourg, de Suisse, d'Italie, ne sont pas testés, d'Espagne, ne sont pas testés par test PCR, donc ça rentre, ça circule. Il faudrait que les gens soient testés partout en entreprise. Il faudrait qu'il y ait une politique extrêmement restrictive pour les habitants, mais par contre pour les non-habitants, eh bien on laisse ouvert. C'est assez bizarre de faire culpabiliser les gens pour un effet galette, hein, ça c'est le terme de la communication officielle de ces instituts sanitaire et scientifique, et donc qui est repris par les pontes de la politique. Donc attention à l'effet galette. C'est pas une blague, hein. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on parle beaucoup du confinement comme unique recours, mais on ne s'intéresse jamais au traitement, aux possibilités de traitement. Or, il y a une étude au Québec par l'Institut de cardiologie de Montréal qui a été faite depuis mars, qui montre qu'il y a une percée majeure. Ça a été publié là le 18 janvier. Que la colchicine est très efficace pour prévenir et guérir la Covid-19 à l'hôpital. Et c'est le premier médicament oral pour lequel on a des études hyper fiables. Et donc, ben ça serait peut-être une aubaine de se dire ça. Puis bon, il y a la chloroquine, où on voit que le taux de mortalité et de létalité est moindre dans les pays qui l'utilisent. Et donc, ben, il y a ce traitement, puis il y a d'autres traitements qui marchent à l'hôpital. Mais on nous dit que ben, on confine pour ne pas engorger l'hôpital, où on pourrait être traité. Alors c'est assez intéressant de constater qu'on est soi-disant dans une politique de guerre depuis 11 mois, mais on n'a toujours pas ouvert un lit. Au contraire, on a continué de fermer des lits. Plus de 100 000 lits ont été fermés les 15-20 dernières années à l'hôpital. Et là, cette fermeture imposée par l'Union européenne eh bien, continue. Les fermetures de lits continuent là, pendant la crise sanitaire et vont continuer, d'après le ministre de la Santé et le président de la République. Donc c'est assez étrange de se dire, on prend des mesures de dingue, on est en état de crise sanitaire, en état d'urgence, on fait voter des lois par décret, on va dire tout est imposé, tout est restreint, mais on continue de fermer des lits, y compris en urgence, comme ça a été le cas à Nantes, comme ça a été le cas à Strasbourg, et on nous dit que les fermetures vont continuer. C'est assez étrange. Donc ce qui paraît le plus opportun, c'est de mettre toutes ces choses-là en perspective, de réfléchir avec des faits, et de réfléchir aussi avec notre bon sens, et de se dire, nous allons tout droit vers une mesure extrême, qui devient habituelle, qui n'a jamais été prouvée, au contraire, et qui est acceptée, et qui semble devoir se répéter dans le temps. Donc je nous souhaite d'exercer un esprit critique le plus large possible, de nous informer, et puis surtout de demander des faits, de demander des sources, et de demander des chiffres sur les effets d'un confinement qui n'est pas neutre et qui est destructeur au niveau social, économique et sanitaire. À très vite.